Si l'histoire humaine nous apprend quelque chose, c'est qu'à mesure qu'une espèce technologique augmente l'étendue de ses capacités, plus elle rencontre des limites énergétiques qu'elle tente de surpasser en se tournant vers d'autres sources d'énergie. En retour, ces nouvelles méthodes permettent plus de capacité à agir sur le monde, ce qui permet d'obtenir plus d'énergie de manière efficace et ainsi de suite. Je ne pense pas qu'il existe un terme pour cette idée, donc appelons ça le principe de poursuite énergétique civilisationnelle. Non, pas terrible, j'en conviens, si vous avez mieux, je suis preneur. Est-ce qu'une espèce technologique issue d'une branche évolutive extraterrestre va suivre ce principe? Nous ne le savons pas. Il est toujours difficile de raisonner à partir d'un seul exemple, le nôtre en l'occurrence. Mais ce qu'on peut raisonnablement accepter comme proposition universelle, c'est qu'une civilisation a besoin d'énergie. On a vu dans 7 précédentes vidéos que l'énergie a la capacité à faire des transformations. Donc plus une civilisation souhaite faire des choses, plus elle aura besoin d'énergie, ce qui l'amènera à trouver des sources plus efficaces au fil des millénaires. À partir de ce possible constat, on peut se pencher sur les différentes options qui s'offrent à une espèce intelligente et technologique, que ce soit des extraterrestres ou celles de nos descendants. Et c'est justement en se prêtant à cette expérience de pensée que l'astrophysicien Freeman Dyson proposa sans doute l'un des concepts d'astro-ingénierie les plus connus, la sphère de Dyson. Dans son article académique en 1960, Freeman Dyson estime que si la civilisation humaine continue sa demande croissante d'énergie pendant suffisamment longtemps, il viendrait un moment où elle exigera le rendement énergétique du Soleil. Inspiré par le roman Star Maker d'Olaf Stapleton, il suggère qu'une structure englobant notre étoile serait le plus efficace à cet effet, et par extension une solution pour des civilisations avancées extraterrestres. C'est bien évidemment un projet qui dépasse nos capacités actuelles par plusieurs ordres de grandeur. Mais en faisant de l'ingénierie exploratoire basée sur les lois de la physique, on peut dresser une sorte de cahier des charges et surtout se demander si c'est crédible et faisable. Pour répondre aux questions les plus techniques, j'ai contacté Claude Semet, physicien nucléaire spécialisé en mécanique quantique et enseignant à la faculté des sciences de l'université de Mons en Belgique. Il s'est penché sur la physique des sphères de Dyson lors d'un séminaire et nous avons discuté plus longuement dans cet épisode de notre podcast La Prospective, bientôt ou déjà publié. Avant d'entrer en détail sur comment construire une sphère de Dyson, nous allons établir une prémisse pour éviter de partir dans tous les sens. On envisage seulement des technologies que l'on peut concevoir physiquement ou théoriquement dès aujourd'hui. Certes, les civilisations extraterrestres ou nos descendants auront sûrement des technologies qui nous sont complètement inconnues, mais nous essayons de rester plus proche de la physique que de la science-fiction. Sinon on finit vite par dire n'importe quoi. Commençons par établir la taille de cette mégastructure. Étant donné que le but est d'englober le Soleil, le diamètre doit être bien plus grand que 1,392 millions de kilomètres. Mais on ne peut évidemment pas placer la structure trop près du Soleil en raison des chaleurs et de la gravité extrême. Il est souvent proposé que la sphère de Dyson soit placée plus loin que l'orbite de Vénus et Mercure, voire englobe celle de la Terre. Mais plusieurs modèles ont été proposés. Le premier modèle qu'on peut imaginer, c'est une coquille rigide qui entoure complètement une étoile. Imaginez une sphère creuse avec l'étoile en son centre et qui aurait un diamètre de 300 millions de kilomètres, par exemple. Donc, il faut imaginer une structure, mais absolument gigantesque. Alors, ça, malheureusement, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que il y aurait énormément de contraintes qui apparaîtraient, de contraintes mécaniques qui apparaîtraient dans cette structure, et il n'existe aucun matériau connu actuellement qui pourrait subir ces contraintes. Ajouté à ce problème de résistance matérielle, cette coquille de Dyson devrait être mise en rotation pour assurer une stabilité. Mais à la moindre déviation, la ferait s'écraser sur le Soleil. Ce n'est donc pas le modèle le plus crédible. Maintenant, l'idée de Dyson primordiale, c'était de construire ce qu'on pourrait appeler un nuage de Dyson, un Dyson Cloud, qui est en fait un ensemble d'orbiteurs. Donc en fait, vous créez des gigantesques structures, vous les mettez en orbite autour du Soleil, sur un anneau, et puis vous mettez un deuxième anneau un peu plus grand, un peu décalé, un troisième anneau un peu plus grand, un peu décalé, et ainsi de suite, de manière à ce qu'il n'y ait pas de collision. Et donc, de manière à finalement, quand vous avez construit suffisamment d'anneaux, eh bien, vous avez un ensemble de structures qui orbitent autour de l'étoile, et chacune de ces structures peut comporter des panneaux solaires et autres systèmes, voire des habitats, évidemment. La taille de ces orbiteurs peut varier, mais il existe des limites. Sur Terre, le poids d'une structure détermine sa taille maximale. Une structure trop haute risque de s'effondrer sous son propre poids. Il se trouve que rien de plus haut que 10 km ne peut tenir debout sur Terre, ce qui explique pourquoi nos plus grandes montagnes ne font pas plus de 20 km comme le mont Olympe sur Mars, mais piquent entre 8 et 9 km de haut.
Cependant, si nous développons de meilleurs matériaux, notamment avec la nanotechnologie, il est théoriquement possible de construire des structures bien plus grandes, peut-être des ascenseurs spatiaux. Dans l'espace, ce n'est pas le poids, mais les forces de marée qui limitent la taille des objets. Autour d'un astre massif comme le Soleil, si un objet est trop long, une de ses extrémités est attirée vers l'astre plus que l'autre, ce qui créera un différentiel de force susceptible de le briser. Il se trouve qu'avec les matériaux connus comme fibres de carbone et acier, on ne peut pas faire une structure de plus de 1 million de kilomètres de long. Voilà ce que ça représente pour un collecteur en forme d'octaèdre, à peu près 3 fois la distance Terre-Lune. C'est déjà pas mal, hein? Un nuage ou essaim de Dyson serait placé au niveau de l'orbite terrestre par rapport au Soleil, et engloberait ainsi la Terre, Vénus, Mercure et le Soleil. Ainsi, la lumière du Soleil continuera à inonder notre planète. Le contraire serait problématique pour la faune et la flore. Le troisième modèle, appelé bulle de Dyson, consiste à utiliser des voiles solaires au lieu des orbiteurs. Ces derniers pourraient être placés beaucoup plus près du Soleil sans craindre l'attraction gravitationnelle, puisque la pression de radiation lumineuse repousserait les voiles solaires. Si vous prenez un matériau réfléchissant suffisamment léger, eh bien, vous allez le mettre à une certaine distance du Soleil et cette voile réfléchissante va léviter sous la pression de radiation. C'est-à-dire que la pression de radiation va exactement contrecarrer l'attraction solaire. Et donc la surface va léviter au-dessus du Soleil. Évidemment, il faut quelque chose de très léger, de très réfléchissant, mais a priori, c'est technologiquement réalisable. L'avantage de cela, c'est que vous pouvez faire une structure beaucoup plus légère que ce qu'avait imaginé Dyson. Il est cependant crucial de ne pas placer les voiles solaires sur le plan de l'écliptique, afin de laisser la lumière atteindre les planètes du système solaire. Maintenant qu'on a une idée de la taille et des paramètres techniques de cette mégastructure, on peut se demander comment exécuter le cahier des charges. La première chose à savoir, c'est s'il y a suffisamment de matériaux. Une chose est sûre, c'est que nous n'utiliserons pas des ressources terrestres. Il est bien plus économique de récupérer le fer, carbone, nickel et autres matériaux directement de l'espace. Les astéroïdes et Mercure étant les candidats évidents. Utiliser les astéroïdes possède l'avantage de nettoyer en partie le système solaire, car tous ces cailloux menacent d'endommager les orbiteurs ou voiles solaires de la sphère de Dyson, et accessoirement menacent la Terre, demandez aux dinosaures. Il a été estimé qu'environ 2% de la masse des astéroïdes serait nécessaire pour construire un essaim de Dyson, et encore moins pour une bulle de Dyson, qui est moins dense. Il y a donc largement ce qu'il faut. Pour construire une sphère de Dyson, il vous faut deux choses, du matériau et de l'énergie. Alors, l'énergie, vous allez la collecter en construisant des panneaux solaires en orbite autour du Soleil. C'est un petit morceau de sphère de Dyson qui va commencer à vous fournir de l'énergie. Cette énergie va vous permettre, par exemple, d'extraire des matériaux de la surface de Mercure ou de déplacer des astéroïdes, de les repositionner autour du Soleil. Ça, on ne sait pas encore faire actuellement, mais on peut très bien imaginer mettre un moteur fusée sur un astéroïde pour l'amener là où vous voulez qu'il soit. Alors, avec les matériaux des astéroïdes, vous pouvez commencer à construire de nouveaux panneaux solaires. Avec les matériaux qui se trouvent sur la surface de Mercure aussi, parce que Mercure est une planète très dense, très riche en métaux, qui n'a pas d'atmosphère. Elle est très proche du Soleil, donc elle est idéalement située. Ce que vous pouvez faire sur la surface de Mercure, c'est construire des canons électromagnétiques qui va vous permettre d'envoyer les matériaux de Mercure en orbite autour du Soleil, où vous pourrez commencer à construire les panneaux solaires. Donc, je dirais qu'il faut commencer par construire des panneaux solaires sur Mercure, un canon électromagnétique, des mines, donc des robots qui vont extraire les matériaux de la surface de Mercure, et commencer à envoyer tout ça en orbite, là où vous voulez commencer à construire votre sphère de Dyson. Vous pouvez aussi aller récupérer des astéroïdes pour les amener aux bons endroits et commencer à construire. Avec ça, vous allez commencer à construire un petit morceau de sphère de Dyson qui va vous fournir de l'énergie supplémentaire, qui va vous permettre d'augmenter votre production de matériaux à partir des astéroïdes ou de Mercure. Et évidemment, plus votre sphère de Dyson grandit, plus vous avez de l'énergie pour la faire grandir. Donc, en fait, c'est une croissance exponentielle. La première génération de collecteurs solaires serait mise en orbite autour du Soleil formant un anneau, où tous les collecteurs tournent à la même vitesse. Il suffit ensuite de réitérer cette étape en ajoutant d'autres anneaux sur des orbites différentes pour éviter les collisions. La sphère complète pourrait être achevée en un minimum de 1000 ans, selon les calculs de Freeman Dyson. Ce qui peut paraître beaucoup, mais on a déjà eu des civilisations dans l'Antiquité qui ont perduré pendant presque 1000 ans, comme Rome. Et des projets d'ingénierie multigénérationnelle ont déjà vu le jour, comme les cathédrales. Donc une civilisation technologiquement avancée pourrait ne pas broncher à l'idée de construire un projet s'étalant sur un millénaire. D'autant plus que la grande partie du travail sera effectuée par des intelligences artificielles en automation quasi complète, et le retour sur investissement est exponentiel. L'énergie captée serait colossale.
Le Soleil a une production d'énergie d'environ 4 x 10 puissance 26 watts. Mais il y a une limite sur ce qu'on pourrait convertir en énergie utile. Les machines thermiques ont un rendement. Les lois de la thermodynamique sont absolument impitoyables et vous ne pouvez pas transformer 100% de l'énergie que vous recevez en énergie utilisable. On peut imaginer en énergie électrique, par exemple, ou d'autres formes d'énergie. Mais il y aura de toute façon un rendement. Alors, les meilleures machines que l'on peut imaginer ont des rendements de 30-35%, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, en imaginant qu'on ait même une civilisation qui soit super championne des rendements énergétiques et qui ait une technologie qui permette de minimiser les effets des lois de la thermodynamique, eh bien, en imaginant même que vous récupériez 50% de l'énergie du Soleil sous forme électrique, vous aurez de la perte sous forme de chaleur. Ce qui veut dire que la sphère de Dyson va être portée à une certaine température et va émettre de l'infrarouge. Cette énergie solaire pourrait être convertie en électricité, envoyée par micro-ondes sur Terre et à d'autres endroits du système solaire, utilisée pour la photosynthèse sur des habitats au sein même des orbiteurs, ou produire et stocker de l'antimatière, qui seraient des réserves d'énergie colossales. Que faire avec 35% ou la moitié du rendement énergétique du Soleil? Nous ne pouvons que spéculer sur les besoins et motivations d'une civilisation extraterrestre ou nos descendants. Aujourd'hui, une grande partie de nos besoins énergétiques sert pour l'informatique. Donc on peut imaginer qu'une sphère de Dyson pourrait alimenter un superordinateur, ce qui est appelé parfois un cerveau matrioshka. La capacité de calcul permise serait dès lors considérable, capable de simuler des centaines de milliards de cerveaux au sein de millions de simulations indiscernables de la réalité. Autrement dit, capable de créer des entités numériques potentiellement conscientes. Ce qui ouvre la porte à une de mes réflexions popcorn philosophie favorites. Sommes-nous dans une de ces simulations? Mais on va éviter de s'égarer dans le terrier du lapin blanc. Une très grande capacité de calcul pourrait également servir à résoudre des problèmes scientifiques et à construire des habitats spatiaux comme des sphères d'O'Neill. Une autre possibilité, c'est qu'une civilisation pourrait utiliser la sphère de Dyson, par exemple, pour fabriquer d'énormes quantités d'antimatière et se servir de cette antimatière comme carburant pour des vaisseaux interstellaires. Et de là, coloniser les autres étoiles, voire toute la galaxie. Une troisième possibilité, c'est d'utiliser la sphère de Dyson pour déplacer son Soleil. Alors, en principe, avec une mégastructure, vous pouvez déplacer votre propre étoile. C'est pas rapide, c'est très lent, mais en théorie, vous pourriez le faire. Alors, pourquoi vous allez déplacer votre propre étoile? Peut-être parce que la civilisation va détecter que dans 5 millions d'années, il va y avoir un gros problème. Une autre étoile va passer à proximité, une supernova va éclater, ou que sais-je encore. Et dans ce cas-là, la civilisation, si elle dispose de beaucoup de temps devant elle, elle peut imaginer déplacer son Soleil pour l'écarter du danger. Sans parler de toutes les utilisations d'une sphère de Dyson qu'on ne peut pas imaginer avec nos esprits d'humains du XXIe siècle. C'est facile de penser que c'est de la science-fiction. Mais la construction d'un essaim de Dyson est tout à fait plausible. Il nous faut simplement des technologies fondamentales, comme l'intelligence artificielle et l'autoréplication, l'automatisation et l'impression 3D avancée, autant de disciplines dans lesquelles nous faisons des progrès remarquables. Par conséquent, bien qu'un essaim de Dyson semble être un projet insurmontable, l'échelle n'est pas en soi une barrière infranchissable. Le philosophe suédois Nick Bostrom propose la conjecture d'achèvement technologique. Si les efforts dans le développement scientifique et technologique ne s'arrêtent pas, toutes les capacités qui pourraient être obtenues grâce à une possible technologie seront obtenues. Il faut bien comprendre qu'une sphère de Dyson, un cerveau matrioshka, un propulseur Shkadov ou Kaplan, ça ne contredit en rien les lois de la physique connues. Et c'est des technologies que l'on peut déjà imaginer maintenant. Simplement, on n'a pas les moyens de le réaliser parce que ça demande une croissance de notre civilisation qui est au-delà de ce que l'on peut imaginer actuellement. Il faut conquérir tout à fait notre système solaire, être capable de démanteler des planètes, de construire une sphère de Dyson. C'est une tâche titanesque et qui n'est absolument pas à la portée de l'espèce humaine pour le moment, mais qui est peut-être à la portée d'une autre espèce plus ancienne que la nôtre et qui ne contredit en rien les lois de la physique et qui ne fait appel qu'à de la technologie que l'on peut parfaitement imaginer maintenant. Ceci dit, rappelons-nous que ce n'est pas parce que quelque chose est possible qu'on le fait systématiquement. On pourrait facilement construire des pyramides en pierre plus grandes que celles de Khéops. Pourtant, personne ne se lance dans un tel projet car il n'y a aucune motivation. De même, nous n'avons jamais perdu la technologie pour aller sur la Lune, simplement l'intérêt économique. Et ce dernier joue un rôle primordial dans nos décisions. Si dans 1000 ans,
l'humanité possède des centrales à fusion nucléaire aux quatre coins du système solaire, l'intérêt de construire une sphère de Dyson ne sera peut-être pas évident. En plus des réflexions prospectives, le concept de sphère de Dyson est utile dans la recherche des technosignatures extraterrestres. Si vous regardez une sphère de Dyson de très loin, en imaginant que cette sphère de Dyson a complètement recouvert l'étoile, eh bien, vous aurez un objet massif, mais qui sera plus lumineux du tout, par contre, qui va émettre beaucoup en infrarouge. Et donc ça, c'est une manière de détecter des sphères de Dyson, et c'est comme ça qu'on procède actuellement pour essayer de les détecter. En septembre 2015, la détection d'une étoile à 1470 années-lumière a révélé d'étranges fluctuations lumineuses. L'astrophysicien Jason Wright proposa l'hypothèse que l'étoile de Tabby possède une sphère de Dyson. Mais aucune preuve substantielle n'est venue appuyer cette proposition et des explications naturelles sont privilégiées, en appliquant notamment le rasoir d'Occam. Ce principe philosophique préconise que face à des hypothèses concurrentes sur le même événement, il faille sélectionner la solution avec le moins de paramètres. Ce n'est pas un principe logique irréfutable, mais un guide heuristique pour falsifier des hypothèses. Le satellite IRAS de l'université Caltech a scanné 96% du ciel en infrarouge. Des chercheurs ont utilisé les données recueillies pour rechercher des sphères de Dyson dans notre galaxie. Sur 250 000 sources, 4 d'entre elles sont inhabituelles. Mais dire que ce sont des sphères de Dyson serait un raccourci cognitif. Ceci dit, la Voie lactée possède 100 milliards d'étoiles, donc on est loin de les avoir toutes observées en infrarouge. Il est même possible de regarder s'il existe des civilisations galactiques, ou de type K3 dans les galaxies voisines. S'il se trouve qu'une civilisation, disons dans la galaxie d'Andromède, s'est répandue dans toute la galaxie en construisant des sphères de Dyson autour de presque toutes les étoiles, alors la luminosité d'Andromède devrait être bien plus faible par rapport à sa taille. Ce n'est pas ce qu'on observe. Des astronomes ont regardé 137 galaxies et aucune n'indique de manière flagrante la présence de civilisations K3, en tout cas celles qui seraient intéressées par la construction de la sphère de Dyson. Ce genre de recherche renforce le paradoxe ou le problème de Fermi, puisque nous n'avons manifestement aucune preuve de civilisation avancée. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, mais ça indique quand même que soit les civilisations extraterrestres ne font pas ce qu'on attend d'elles, soit elles n'existent pas. Nous serons donc peut-être les premiers à construire une sphère de Dyson. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.